Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui nous partons pour la Chine de la Révolution culturelle, en compagnie d'Annette Vivorca qui nous raconte ses années chinoises. Vous retrouvez toutes les références d'ouvrages cités dans le podcast sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Spotify, Deezer, etc. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Merci et très bonne écoute. Bonjour Annette Vivorca, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous venez de signer aux éditions Stock Mes années chinoises, un livre qui revient sur un moment de votre vie intense qui a été l'adhésion à la Chine maoïste et un séjour en Chine en particulier qui est relaté dans ces pages. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui est complexe parce que c'est à la fois un livre d'histoire, un livre d'autobiographie, d'introspection, c'est un témoignage également sur une période révolue et qui paraît très lointaine aujourd'hui parce que évidemment vous avez pris vos distances avec ce maoïsme et donc c'est un livre historiquement qui a plusieurs facettes. Peut-être que pour commencer, on peut essayer de situer pour ceux et celles qui nous écoutent à quel moment vous avez été prise par cette passion chinoise, par cette intensité de l'engagement vers la Chine, dans les années 1968 aux années 1970. Quelles sont les étapes de ces années chinoises ? J'ai eu 20 ans en 1968 et comme beaucoup de ma génération, j'ai été prise dans un mouvement qui a d'ailleurs commencé un peu avant 68, puisque ça a été le mouvement qui s'opposait à la guerre américaine au Vietnam. Et par une série de hasards, je me suis retrouvé avant 68 et en 68 dans la mouvance maoïste. À l'époque, je connaissais pas grand-chose de la Chine, je connaissais pas grand-chose du marxisme, et je connaissais mal la géographie des groupuscules qui ont été présents, notamment dans la cour de la Sorbonne. Mais c'est effectivement au maoïsme que j'ai adhéré, et cette adhésion s'est trouvée en quelque sorte affermie dans les mois qui ont suivi 68, après la rentrée universitaire 68, où j'ai commencé à être active, où j'ai rencontré celui qui a été mon mari, avec qui je suis parti en Chine, et je me suis retrouvé militer dans une association qui s'appelait les Amitiés franco-chinoises. C'est dans ce cadre que vous avez d'abord fait un voyage en Chine, puis un séjour en Chine. Donc ce sont deux moments qui sont racontés dans le livre, qui approfondissent votre relation à la Chine. Absolument. J'ai eu cette chance, je le vivais comme... je crois que j'utilise dans le livre une distinction au sens bourdivain du terme, de faire ce voyage en Chine de 1970, de l'été 1970, qui était un des tout premiers voyages dans la Chine de la Révolution culturelle. Pas le premier, parce qu'il y avait eu deux importantes délégations avec un certain nombre de personnes qui ont connu l'horreur de célébrités, même si aujourd'hui on les connaît plus tellement, mais aller en Chine était extrêmement rare à l'époque. Et à ce premier voyage succède un séjour, cette fois, que vous faites Alors en Chine. En fait, j'ai fait un deuxième voyage du même type en juillet 1974, qui était un voyage d'études sur l'enseignement. Il y avait notamment dans ce voyage Suzanne Citron. Vous veniez de passer le CAPES à l'époque, en 1973. J'avais passé le CAPES, oui. J'avais passé le CAPES écrit, j'avais fait mes stages de CAPES, mais j'ai été intégré dans le corps des certifiés quasiment en Chine, quoi. Je n'ai pas enseigné comme certifié avant mon retour comme certifié d'histoire, parce que j'avais fait une licence de lettres. J'ai travaillé très jeune, j'ai été maîtresse auxiliaire en français, lettres c'est un bien grand mot, en collège, à partir de la rentrée scolaire de 1968. Mais j'ai ensuite passé le CAPES d'histoire. Donc j'avais fait ce voyage-là, et parmi les gens de ce voyage, il y avait Suzanne Citron. Et puis à la rentrée de l'année 74, nous sommes partis avec un petit garçon qui avait à l'époque 3 ans, un peu plus de 3 ans. Nous sommes partis enseigner
le français, la civilisation française, en fait tout ça a été un peu flou, mais disons le français, dans un institut de langues étrangères qui était situé à quelques kilomètres de la ville de Canton, Guangzhou, comme on dit aujourd'hui, mais je n'ai pas utilisé la transcription de pinyin pour Pékin, Canton, pour pas perdre le lecteur et puis pour garder la façon dont on parlait à l'époque. C'était l'Institut des langues étrangères de la province du Guangdong, qui est la province dont Canton est la capitale. Ce séjour dure environ 2 ans, il est suivi d'un retour, un retour difficile, marqué par un désenchantement, on va revenir sur sans doute certains de ces épisodes, marqué aussi par l'écriture. C'est pas votre premier travail, Non. C'est pas votre première publication non, sur la Chine. Non, ce livre, Mes années chinoises, est en fait une reprise d'un livre publié il y a plus de 40 ans, passé complètement inaperçu, mais qu'avait exhumé notre collègue Jacques Walter, qui était L'écureuil de Chine. Et d'ailleurs, c'est l'existence de ce livre qui permet à un certain nombre de chapitres d'être aussi précis, parce que ma stupéfaction, c'est de voir à quel point on oublie, même si par mon métier d'historien, j'ai beaucoup travaillé sur les témoignages et sur la façon dont les témoignages migraient. Vous aviez aussi conservé quelques carnets, je crois que vous les avez Alors déposés aux archives. je n'ai pas réouvert mes carnets. J'ai donné aux archives il y a quelques années, aux archives nationales, où je suis très fier d'avoir un fonds aux archives privées. J'ai donné tous mes carnets de Chine. Pourquoi les ai-je donnés ? D'abord, je les avais conservés très très pieusement, mais surtout, nous avons vécu une expérience unique, mais vraiment unique. Quand je dis unique, c'est unique. Nous avons été les seuls Français à travailler à Canton, enfin travailler comme enseignant. Enfin, je crois qu'on était d'ailleurs les seuls Français en général pendant ces années 74-76, qui dans l'historiographie chinoise sont les 2 dernières années de la révolution culturelle. Et les carnets, c'est pas du tout des carnets intimes, c'est surtout les carnets de toutes les visites que nous avons faites lors de mon premier voyage, mon deuxième voyage, mes 2 années de séjour en Chine, et j'ai refait, je crois, 2 voyages comme accompagnatrice dans les années qui ont immédiatement suivi. Donc je pense que si un jour quelqu'un s'intéresse à la région de Canton dans ces années-là, les carnets pourraient éventuellement avoir une utilité. Pourquoi n'avoir pas rouvert ces carnets au moment d'écrire ce livre ? Parce que je pense qu'ils n'avaient pas grand intérêt. Ça m'aurait obligé de me replonger dans le détail, et c'était pas la perspective. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, disons, de revisiter cette jeune femme que j'étais à partir de ce que je suis aujourd'hui. Le fait de revisiter cela, c'est aussi s'interroger évidemment sur les raisons d'un engagement, sur les raisons de ses choix. Vous y revenez à plusieurs endroits dans le livre. Vous évoquez notamment le fait que dans ces années de politisation très intense, Cuba et la Chine étaient 2 modèles qui n'avaient pas le même sens et qui n'avaient pas non plus les mêmes attraits. Cuba plutôt la fête, plutôt le soleil, et puis la Chine une forme d'austérité, une forme de rigueur. Je pense très profondément que je me serais engagé quelque part et probablement que je serais parti aussi pour 1000 raisons, mais pour changer de vie. Et je dis voilà, il y avait comme offre révolutionnaire Cuba, le rhum et la salsa, et la Chine, le thé vert et l'opéra révolutionnaire. Et je pense que l'espèce de puritanisme qui était celui de la Chine me convenait tout à fait à l'époque. Et ça vous convenait peut-être aussi, vous le dites à un moment dans le livre, parce que c'est un pays qui offrait aussi le déracinement le plus profond, une forme d'extranéité totale. Notamment, vous écrivez un moment, c'est un pays où le mot juif n'existe pas. Oui. Alors il y avait cet attrait pour la terre, pour la paysannerie. Je me dis que si ma famille avait vécu autrement, nous avons quitté, nous n'avons jamais habité à Paris. La petite enfance était à Vanves, et puis ensuite, pour des raisons de logement, des raisons économiques, on est parti en banlieue, on est parti à Hermont, dans le Val d'Oise. Donc
à Hermont, je suis allé aux Éclaireurs de France et nous avons, pendant les années de mon adolescence, été dans son environnement juif. Souvent, je me suis dit que si nous avions été à Paris, peut-être que je serais allé au kibbutz. Alors, ça aurait été l'antithèse absolue. Un pays sans juifs ou un pays où il n'y a que des juifs. Mais le fait qu'il n'y ait pas de juifs rendait la révolution chinoise acceptable par rapport à l'Union soviétique où était quand même très présent dans la culture familiale tous les mouvements antisémites, l'assassinat des écrivains yiddish en 52, le complot des blouses blanches. Il était donc impensable de rêver de l'Union soviétique. C'est d'ailleurs une période où peu de gens rêvaient de l'Union soviétique. C'est évidemment l'un des attraits de la Chine maoïste, c'est d'être cette page blanche révolutionnaire sur laquelle beaucoup d'espoirs peuvent s'incarner. Mais ça a aussi des conséquences intéressantes sur, on va dire, la fascination dans les milieux intellectuels français pour cette Chine. Vous écrivez que dans ce milieu des amis de la Chine, entre guillemets, de la fin des années 60, il y a très peu de sinologues, parce que les sinologues connaissent quand même trop bien la Chine. Trop bien la Chine pour être séduit. Voilà, Michel Loy, qui avait d'ailleurs été vertement taclé par Simon Less, qui parlait des contes de la mère Loy, ce qui était un peu méchant. Mais il y avait quelques sinologues, et puis il y avait très probablement aussi Jean Chénault, qui n'était pas du tout un mauvais historien, mais qui était très attiré par la révolution chinoise. Donc, mais quand même peu de sinologues. On a cité le nom de Simon Less, il faut peut-être le dire pour celles qui nous écoutent qui ne le sauraient pas, c'est un sinologue belge, c'est son nom d'emprunt, qui a assez tôt Pierre Rickman, dénoncé la révolution culturelle et surtout l'illusion de la révolution culturelle qui déguiserait des jeux de pouvoir et dénoncer aussi l'illusion d'une partie des intellectuels français notamment, ce qui lui a valu d'ailleurs des déboires. Est-ce que vous l'aviez lu? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez dans vos cercles? La question qu'on me pose tout le temps, c'est t'avais pas lu Simon Less? Très peu de personnes avaient lu Les habits neufs du président Mao, qui est cet ouvrage où il montre que la révolution culturelle est en fait le fruit d'une lutte pour le pouvoir en Chine. Bon, je l'avais pas lu, je l'ai lu. Il est paru en 1971. Voilà, il est paru en 1971. Alors, ma perspective dans ce livre et dans ma vie, c'est d'assumer ce qu'ont été mes choix, de ne pas dire on nous a trompé un tel. Mais il faut voir que j'étais une très jeune femme, avec une culture qui est celle qu'on a à 20 ans, qui est, je suppose, celle de vos élèves aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce soit très différent. Et que, on se renseigne aussi par des médiateurs. Parmi ces médiateurs, il y avait le journal qu'on lisait dans ma famille et que j'ai lu très tôt, qui est Le Monde. Le Monde a eu un correspondant en Chine qui était maoïste, qui était le relais de la propagande chinoise, et par exemple qui a nié jusqu'au bout qu'il y ait eu le moindre différend entre Lin Piao et Mao. Quand Le Monde a fait une sorte de... Oui, Raphaël Baquet a fait un papier sur cette période et sur notamment le rapport aux Khmers rouges. Voilà. Donc il y a eu tout l'épisode des Khmers rouges où Le Monde, je crois que c'était Patrice Debert à l'époque, a trouvé merveilleux l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, et pendant toute la période de la révolution culturelle, enfin la fin, il y a eu un très bon correspondant qui était Robert Guillain, dont on peut toujours lire les livres, mais dans cette période-là, le correspondant du Monde, je ne veux pas donner son nom, je m'en souviens très bien, mais la chose est pas utile. Et j'ai relu le livre qu'il a publié au Seuil après la chute de la Bande des Quatre, et il restait sur la ligne de la Bande des Quatre. Plus tous les intellectuels, ça a commencé d'ailleurs avec celle qui a compté le plus dans ma vie intellectuelle, comme beaucoup de femmes de ma génération, qui est Simone de Beauvoir. Quand vous relisez ou vous lisez La Longue Marche, vous voyez à quel point ceux qui se sont intéressés à la Chine ou sont allés en Chine ont été soumis à la propagande.
c'est pas seulement une propagande, c'est aussi un mode de raisonnement qu'on intériorise à vous lire, parce que une des séductions sans doute aussi pour ce groupe d'intellectuels dont vous avez fait partie à un moment, c'est d'être capable de justifier beaucoup de choses par la dialectique, par les contradictions, par ce qu'on appelait la pensée Mao Tse-tung. Il y avait une manière de parler, une manière de penser qui servait finalement à, on dirait aujourd'hui, à faire avaler beaucoup de couleuvres ou à faire croire beaucoup de choses, mais qui pouvait être aussi une forme de raisonnement qui donnait à l'époque du sens à cette expérience. Absolument. Ma comparaison avec Simone de Beauvoir s'arrête là, hein, parce qu'elle n'a jamais versé dans les excès qui ont été les miens. Je pense qu'il y a un attrait du totalitarisme, un attrait de l'extrême. Et c'est pas un hasard si le Parti communiste français se vide de ses intellectuels après le 20e congrès. C'est pas un hasard si la passion chinoise s'éteint avec la chute de la bande des quatre. Et je pense aux travaux de notre collègue Cuchet sur l'Église catholique. L'effondrement du catholicisme, il l'a très bien montré, se fait au moment de Vatican II. Donc je crois que je crois qu'il y a un attrait de ces extrêmes et que il y a dans ce totalitarisme une sorte de confort intellectuel, puisque ça donne l'illusion de penser alors qu'on ne pense pas et qu'on coule sa pensée dans les mots d'un autre. Je pense qu'un de ceux qui l'a mieux montré de façon très très drôle, c'est Olivier Rollin dans son roman Tigre en papier, où il montre très bien comment nous avons pensé les uns et les autres par slogan. Une pensée qui se heurte par moments à l'expérience. Vous dites que lors de votre premier voyage, à votre arrivée en Chine en 1970, vous pleurez de déception parce qu'il y a un décalage entre l'imaginaire et la réalité. Le premier décalage, et je l'ai senti tout le temps, tout ce premier voyage, le second voyage 74, et puis surtout le séjour, c'était l'extraordinaire pauvreté. C'est-à-dire, on n'avait pas idée, la Chine appartenait vraiment au tiers-monde. Et on n'avait pas idée de cette pauvreté, et peut-être aussi à un niveau, disons, subconscient, c'est quelque chose que je me suis jamais vraiment formulé, de la tristesse de ce pays, dû à ce que j'aimais bien, qui était l'uniformité, tout le monde habillé pareil, le bleu de chauffe ou le kaki de l'armée, hommes et femmes. Donc cette uniformité à laquelle je pense avoir aspiré avait aussi comme conséquence une certaine tristesse du pays. Une pauvreté en dépit du grand bond en avant, en dépit de ce qui était présenté à l'époque comme les grandes réalisations d'une Chine en marche vers le socialisme, du socialisme déjà réalisé. Donc il y avait une contradiction qu'on essayait de résoudre. Vous dites en dépit. On s'est entendu que c'est à cause d'eux, bien sûr, mais à l'époque, on pouvait le présenter comme ça. Le grand bond en avant, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la Chine qui allait rattraper le niveau de la Grande-Bretagne. C'était les petits hauts fourneaux, on allait faire de l'acier. C'était les cantines collectives, où dans un premier temps d'ailleurs, les gens ont fait bombance. Et et ça a été une catastrophe qu'on connaît bien, notamment grâce à ce livre qui s'appelle Stèle, qui est un livre absolument bouleversant, écrit par un journaliste et historien chinois. On sait que ça a causé une famine de dizaines de millions de morts, et que quand on a fait la première pyramide des âges de la Chine, fin des années 90 je crois, on a vu dans la pyramide des âges les mêmes trous que dans la pyramide des âges de la France qui était celle de la Grande Guerre. Et d'ailleurs les pyramides des âges, c'est quelque chose qui permet de voir les catastrophes de façon très très lisible. Donc le grand bond en avant a été une 3 années de catastrophe. Mais du coup, quand vous allez en Chine, comment vous réconciliez ce que vous pensez être la modernité socialiste du pays avec ce que vous voyez ? Alors on se dit que
que la Chine a été victime de l'impérialisme, qu'elle a été victime du féodalisme, et que tout ça, en gros, ça va s'arranger. Puis il y a des choses dont on se rend compte au fur et à mesure. Par exemple, dans un premier temps, nous avons habité à l'hôtel. Pendant 8 mois, je crois, nous sommes restés à l'hôtel. Et puis ensuite, nous avons obtenu d'aller habiter une petite maisonnette sur le campus. Et là, on allait acheter un certain nombre de choses à la boutique. Et c'est là seulement qu'on a pris conscience que tout était rationné, que l'huile, par exemple, était rationnée, que le riz était rationné. Ces choses-là, on ne les avait pas vues, on ne les avait pas sues. Et quelque chose qui m'a peut-être le plus intéressé et qui a le plus nourri mon travail ultérieur d'historienne, c'est ce constat qu'on peut être quelque part, vouloir savoir, à aucun moment on a perdu la curiosité, et qu'on peut ne pas savoir. Et par exemple, quand on vous dit on savait tout sur Auschwitz, la preuve, à la page 12 de tel journal, il y avait telle chose, ou en regardant les archives, on voit qu'il y a eu des télégrammes diplomatiques, eh bien, on ne se rend pas compte de ce qu'il faut d'informations pour que quelque chose soit su. Et quand on est le contemporain des événements, on le voit aujourd'hui avec la situation sanitaire, eh bien il y a des situations qu'on ne comprend pas. On saura exactement ce qui s'est passé avec les vaccins peut-être assez vite, hein, quand les archives seront ouvertes. On comprendra exactement pourquoi on a mis le monde à l'arrêt avec cette pandémie. Pas la pandémie elle-même, parce que il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé entre la peste noire, le choléra, la grippe espagnole. On sait beaucoup de choses. Mais cette chose, voilà, quand on a le nez sur les événements, notre compréhension est mince. Vous avez dit, des justifications finalement de l'État de la Chine, c'était le féodalisme et puis l'impérialisme. À plusieurs moments dans votre livre, j'ai remarqué que y avait des traces de ce 19e siècle et de ces traités inégaux et de cette présence des guerres de l'opium, notamment dans la région, qu'on vous avait fait voir, notamment un village où c'est là que le fonctionnaire impérial avait fait jeter l'opium dans des fosses de chaux pour le faire disparaître, prétexte donc des guerres de l'opium en 1939. Ça c'est très très intéressant. Il y a une présence de oui, ce 19e siècle dans la Chine maoïste. Absolument. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a les épisodes qui sont rappelés. Le village de San Yuan Li, c'est là où nous étions à l'hôtel, donc c'était notre aire de promenade. Et ce qui est très amusant, c'est que nous y sommes retournés. J'ai refait un voyage il y a juste 2 ans, en février 2019, et je suis retourné à San Yuan Li. San Yuan Li, on ne reconnaît rien. C'est devenu une des petites Afriques, c'est-à-dire des lieux de vente et d'entrepôt de vêtements chinois à destination de l'Afrique noire. Donc il y a énormément d'Africains, alors que à l'époque où nous étions là, on voyait très rarement des étrangers. Un peu d'étudiants africains en médecine traditionnelle chinoise. Il y avait quelques accords gouvernementaux avec un certain nombre de pays africains. Et dans tout cet endroit où on ne reconnaît rien, l'obélisque qui a été dressé pour commémorer la destruction des caisses de l'opium est toujours là, dans un petit parc où on voit les gens se promener. Vous parlez dans ce livre relativement peu de Mao lui-même, et on a l'impression en vous lisant que c'est plus la Chine, et en particulier la Chine paysanne et les paysages chinois, qui ont compté pour vous que la personne de Mao, la pensée de Mao, qui est à l'arrière-plan, mais qui est pas centrale dans ce que vous écrivez en tout cas. C'est une question un peu compliquée parce qu'il était présent tout le temps, puisqu'on annonnait en permanence les pensées de Mao, que nos étudiants les connaissaient par cœur en français, en chinois et en français. Donc il y avait une présence de Mao constante, une présence aussi dans la statuaire, une présence dans les intérieurs où il y avait toujours un certain nombre de portraits de Mao. Donc Mao était vraiment présent, mais malgré tout on avait une vie, ce qui est compliqué, c'est que
on avait aussi une vie, on partait au boulot, on enseignait, on faisait les manuels, on corrigeait le dictionnaire. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'activités qui étaient, qui nous occupaient. On n'était pas occupés tout le temps à réfléchir à la politique. Même s'il y a des moments de discussion politique que vous évoquez dans le livre, notamment parce qu'il y a des discours qu'on vous fait passer, qu'on vous fait commenter, des discours émanant du pouvoir, on joue à décrypter, est-ce qu'il y a une inflexion de la ligne du parti sur tel ou tel point. Il y a comme un jeu de pistes parfois pour savoir ce qui se passe dans les hautes sphères. Alors il y a un jeu de pistes qui nous passionnait à l'époque. On sentait bien on sentait bien j'ai presque envie de parler comme les Chinois, la lutte entre les deux voies. C'est-à-dire qu'on sentait bien que de temps en temps il y avait des inflexions. On le voyait à des petites choses. Par exemple, sur le campus, il y avait des paysans qui venaient vendre leurs légumes. Et puis brusquement ils disparaissaient. Et puis ils réapparaissaient. Donc on voyait bien que s'ils venaient plus vendre leurs légumes, c'est pas parce qu'ils avaient plus envie de vendre leurs légumes, parce que ça leur était interdit. Donc on voyait très bien. C'était une résurgence de l'économie de marché inacceptable. C'était du droitier. Voilà. Et on voyait bien aussi, par rapport à notre situation d'étrangers, les périodes où c'était plus souple, où les collègues les collègues nous aimaient beaucoup, hein. Les collègues étaient vraiment contents d'avoir. Vous savez, vous aviez une génération de profs qui avaient jamais mis les pieds en France et pour qui on était une sorte. Enfin ça, j'ai compris un peu sur place, mais j'ai surtout compris après, puisque on les a revus. Ils sont venus en France. Ils ont, pour certains d'entre eux, habité chez moi. Enfin, on a gardé des liens avec un certain nombre de collègues. Donc, on a représenté pour eux vraiment une possibilité d'ouverture. Mais oui, on sentait, mais on n'arrivait pas à savoir vraiment. Vous sentiez aussi qu'il y a des moments où on ne vous disait pas tout, vous n'étiez pas convié à certaines réunions, il y avait des choses qui se passaient on était convié à pratiquement aucune réunion quand les choses étaient dites internes. Et la capacité, on le voit toujours aujourd'hui, hein, la capacité du régime chinois à cacher ce qu'il veut cacher est infinie. Aujourd'hui, il y a une très importante diaspora intellectuelle en France, aux États-Unis, puis il y a malgré tout, même si c'est très surveillé, plus de possibilités de savoir des choses. Mais oui, la Chine a cette capacité de se fermer, oui. Vous racontez dans le livre que vous avez eu toujours du mal avec la langue chinoise, malgré beaucoup d'efforts. Oui. Quel était votre rapport à l'époque à cet apprentissage ? J'avais fait un petit peu de chinois au Langzhou avant de partir. J'ai beaucoup travaillé le chinois. J'ai réussi à avoir un petit niveau de chinois que j'ai d'ailleurs en partie conservé, et ce qui fait que quand je vais en Chine, je peux demander un café, demander de la bière, demander où sont les toilettes. Enfin, je ne suis pas complètement perdu. En Chine du Sud, en tout cas, parce que c'est... Non, c'est dans toute la Chine, parce que ce qu'on appelle le putonghua ou le goyu, la langue du pays, qui est la langue de Pékin, et la langue officielle. À l'Institut, tout le monde parlait pékinois, y compris les cantonais, où c'est effectivement oralement, pas par écrit, quasiment une langue différente. Cette langue, on l'entend aussi, il y a un beau passage dans le livre où vous évoquez ces haut-parleurs qui diffusent en permanence la musique, oui. Des discours. C'était quoi ce paysage sonore de la Chine ? Il y avait un paysage sonore qui était très particulier, qui était effectivement le paysage les haut-parleurs, et puis toujours les mêmes musiques, toujours les mêmes opéras, ceux que Kangxing, la femme de Mao, avait imposés. Donc il y avait un environnement sonore important, oui. Vous êtes en Chine entre 1974 et 1976, donc avec votre mari de l'époque, compagnon de l'époque, avec votre enfant, avec également d'autres couples et d'autres, aujourd'hui des expatriés, des gens qui sont venus... Alors, on n'était pas des expats. On était des Weigo Zhuangdia, comme on dit en chinois, des experts étrangers. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que
on n'a pas fait fortune en Chine, hein. On était payé mieux que les Chinois, mais on n'a fait aucune économie et on a vécu de façon un peu. C'était des vies un peu absurdes, c'est-à-dire d'un côté de façon beaucoup plus pauvre que notre niveau de vie en France, mais d'un autre côté, en faisant des choses, on avait une voiture avec chauffeur quand on était à l'hôtel qui venait nous chercher pour aller au travail, chose absolument impensable ici, donc un niveau de vie qui n'existait pas, qui était très invraisemblable. Et à la différence des expats, on ne relevait pas du gouvernement français, et nos collègues suisses, péruviens, japonais ne relevaient pas non plus de leur gouvernement. On était là tous plus ou moins par idéologie. Et pour mettre notre connaissance de notre langue maternelle au service de la révolution chinoise. Alors cet aspect-là, c'est le travail que vous avez mené pendant 2 ans d'enseignement, d'écriture et de collaboration à la relecture, révision de manuels, de dictionnaires, etc. Comment vous l'articuliez à l'époque à votre propre conception, à la fois du militantisme, de la pédagogie, parce que vous en avez aussi fait votre métier d'enseigner, donc cet enseignement en Chine, comment vous le voyez aujourd'hui? Alors écoutez, quand je suis rentré, j'étais très très négative. C'est-à-dire que j'ai pensé vraiment que j'avais collaboré à un régime totalitaire, avec le recul, plus d'indulgence à l'égard de moi-même, mais surtout en voyant le résultat de cet enseignement qui a permis à nos étudiants d'avoir ensuite des très bons métiers. Donc je suis un peu moins négative. Je pense que c'est en fait l'absence de liberté dans la pédagogie, la grande difficulté à faire comprendre ce que c'était qu'une langue étrangère, le fait qu'on peut pas enseigner une langue si on n'enseigne pas un peu le pays, mais le pays il est capitaliste, donc il faut pas l'enseigner. Alors malgré tout, je pense qu'on a réussi à un certain nombre de choses avec les enseignants, ça c'est sûr. Puisqu'on avait la possibilité de leur faire étudier les articles de la sélection hebdomadaire du Monde à destination de l'étranger qui existait à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui avec les possibilités d'internet, peut-être que ça n'existe plus. Le Nouvel Observateur. Donc et puis on a réussi à introduire un peu de romans à partir du moment où je pense à Élise ou la vraie vie, qui se lit probablement plus aujourd'hui, mais qui était quand même un beau tableau de la vie ouvrière. Il fallait donc que le contenu pédagogique soit conforme. Il fallait que le contenu soit conforme aussi à l'idéologie. Mais on a réussi à jouer un peu en enseignant des choses qui n'étaient pas que de la langue de bois. Et alors en revanche, on a beaucoup utilisé pour nous-mêmes, hein, j'ai beaucoup utilisé la bibliothèque. La bibliothèque de l'Institut était assez intéressante parce que aucun livre n'était rentré avec la révolution culturelle. Mais il y avait tout Maupassant, il y avait tout Aragon. J'ai lu Les communistes d'Aragon, j'ai lu l'intégrale des nouvelles de Maupassant, donc il y avait quand même une bibliothèque dont les enseignants se servaient pratiquement pas et qui n'était pas renouvelée. Comment vous jugeriez aujourd'hui votre degré de liberté, par exemple, dans la correspondance? Est-ce que vos lettres étaient lues ou est-ce qu'on vous faisait confiance parce que vous étiez venu par idéologie? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que on a très rarement écrit des choses qui étaient violemment anti-chinoises, je mets des guillemets. Je ne pense pas que, notre correspondance était peut-être surveillée. C'est quelque chose qui est très très possible. Mais à aucun moment nous n'avons écrit des choses qui auraient pu nous valoir de graves ennuis. Alors vous racontez que votre liberté de mouvement n'était pas totale, et notamment parce que on vous faisait voir des modèles, les villages modèles et les sites modèles. Ça c'est particulièrement vrai pour tout ce qui était organisé, et notamment les voyages. Bon, l'expression utilisée qui vient de la Russie de l'époque de Catherine II, c'est
des villages Potemkin. Si on regarde par exemple le long film Fleuve de Joris Evans et Marceline Loridan-Evans, comment Yukong déplaça les montagnes, on voit très bien ce qu'ils peuvent filmer, alors qu'ils affirment avoir eu beaucoup de liberté. Donc la liberté, donc on visitait, c'est pour ça que mes carnets chinois, je n'ai pas eu envie de les rouvrir, parce que si c'était pour relire toute la propagande que je prenais scrupuleusement en note, ça ne m'intéressait pas énormément. Et en dehors de ça, donc on avait une liberté de mouvement, on avait des vélos, bien évidemment, on avait une liberté de mouvement totale disons, ce qu'on pouvait parcourir en vélo, et puis c'est tout. Il y avait un nombre très important de villes qui étaient ou de régions qui étaient totalement fermées aux étrangers dans ces années-là. Et puis on nous offrait des vacances, et là on allait visiter les choses modèles ou que l'on rendait modèles. Vous dites que vous avez été sensible dans la deuxième partie de votre séjour à des évolutions, notamment lorsqu'on commence à lire des textes critiques de Deng Xiaoping, qui commencent à apparaître comme une voie critique possible par rapport à la révolution culturelle, et puis surtout au moment de la mort de Chou Enlai, où là vous dites que vous sentez un flottement généralisé qui vous a beaucoup marqué. La mort de Chou Enlai, ça a été quelque chose... Donc, non, en janvier 1976. Janvier 1976, ça a été quelque chose d'inouï. On n'a bien évidemment pas tout compris, on ne se sentait pas non plus tellement concerné par le déchirement qui a été celui des étudiants et des enseignants de l'Institut. On a bien senti qu'il y avait quelque chose qui s'opposait, enfin on a bien senti qu'il y avait quelque chose. La personnalité de Chou Enlai étant quand même très complexe, parce que je viens de lire l'excellent livre de Yang ou Jiang Disheng sur la révolution culturelle. Ce journaliste qui avait fait ce livre sur Stel, Chou Enlai, est tout à fait aux côtés de Mao pour lancer la révolution culturelle. C'est dans un deuxième temps qu'il y aurait eu une opposition. Donc c'est un personnage complexe. Bon, je suis pas sinologue, donc je me suis bien gardé d'émettre des appréciations un peu complexes. Mais là, c'est vrai qu'on voit un flottement qui est invraisemblable. C'est-à-dire, on sentait, voilà, on sentait qu'on allait rebasculer dans. Pour parler un peu clairement, la révolution culturelle, la partie violente, la vraie révolution culturelle, c'est 66-67. Après, il y a une sorte de, de stabilisation, si je puis me permettre ainsi. On n'est plus dans la même période. Dans l'enseignement, d'abord les universités qui avaient fermé rouvrent, mais elles rouvrent avec une catégorie très particulière d'étudiants qu'on appelle les étudiants ouvriers, paysans, soldats, qui doivent avoir eu une expérience professionnelle avant de commencer leurs études, et qui sont sélectionnés aussi sur des critères politiques, idéologiques, disons. Donc toute cette période qui va jusqu'au retour de Deng Xiaoping au pouvoir, l'arrestation de la bande des quatre, c'est-à-dire 76, il y a des oscillations, et c'est un peu moins pire. La violence a très largement disparu. Par exemple, moi je fais le portrait de ce collègue Yang Zhongtai, qui a été martyrisé, on n'a jamais su, et j'ai redemandé à plusieurs reprises exactement comment, à partir de quand nous on y était, il circulait librement sur le campus, agonie d'insultes par les gamins, mais il n'était plus l'objet de violences physiques et il pouvait venir nous voir. À quel moment est-ce que vous avez compris, vous avez ensuite consacré évidemment votre carrière en très grande partie à la Shoah, à quel moment vous avez compris que il y avait là une expérience qui relevait d'une certaine façon des mêmes catégories de pensée, vous écrivez dans le livre, du totalitarisme? Alors, je suis pas sûr, parce que mon travail sur la Shoah n'a pas été un travail sur le nazisme, hein. Donc je me suis très peu lancé, ça a été vraiment sur le génocide, qui reste la destruction des Juifs, qui reste quelque chose quand même de très à part. Mais ça m'a beaucoup aidé à penser, et surtout sur toutes les choses faciles, pourquoi ils n'ont pas résisté, sur toutes ces questions
qu'on entend poser et auxquels on répond de façon très simpliste, ça m'a beaucoup inspiré. Et surtout, ça a décentré un peu mon regard. C'est-à-dire quand vous faites une expérience de vie dans un monde radicalement différent, je pense que ça aide à la fois à penser l'histoire et à utiliser ce que vous avez senti pour votre travail d'historien. Est-ce que la Chine de Mao développait le moindre discours historique sur cette période, au-delà du fait que c'était l'agression japonaise, donc ça c'est au cœur de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, mais sur l'Allemagne, le génocide, Non, est-ce que ça existait? Non, je pense que ça a existé pour une minorité à travers des gens comme Lanzmann qui ont montré Shoah, mais c'est quelque chose qui les intéressait pas. Je crois que l'intérêt porté par la Chine de Mao au monde occidental était très mince. Alors ce qui était vraiment présent constamment, c'était la guerre sino-japonaise et la caricature des Japonais. C'était leur nazi, quoi. En même temps, par exemple, je vais vous prendre un exemple Nankin, la ville de Nankin. Quand nous avons visité Nankin, je me souviens plus en quelle année, le seul monument qu'on visitait, c'était cet énorme mausolée à Sun Yat-sen, supposé être le père de la République chinoise. Et donc de la Chine actuelle, bon, c'est tout. Il n'y avait aucune mention de ce qu'on a appelé ensuite, je mets des guillemets, le viol de Nankin. Donc cette histoire, elle est ressortie dans les années 80, alors qu'elle était inexistante, et à Nankin, enfin elle était inexistante, j'en sais rien, dans les familles, ça on peut pas savoir. Mais en tout cas, il n'y avait aucune muséographie, de quelque sorte que ce soit, sur les exactions japonaises qui ont été terribles à Nankin. C'est venu après. La muséographie, vous en parlez au détour du voyage plus récent que vous avez fait en Chine, où le musée de Dongguan illustre ah ouais, ça c'est l'après-socialiste qui est devenu l'avant. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc Dongguan, c'était l'endroit où on avait creusé vaillamment de nos blancs chemins à la houe des canaux d'irrigation avec les étudiants. Là, on a une sorte de conurbation continue en fait, qui va de Canton et même d'un peu plus loin, hein, du district de Sunde où il y avait la pisciculture et toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est dans la Défense multipliée par 10 000, enfin c'est pratiquement continu. Et il y a un musée. Et le musée, il est quand même extraordinaire parce que quand nous étions en Chine, ce qu'on racontait, c'était ce qu'on appelait les souffrances du passé. Donc il y avait des vieilles dames, souvent c'était des femmes. On voyait encore des femmes qui avaient eu les pieds bandés dans ces années-là, donc qui marchaient sur leurs moignons. Donc on racontait les souffrances du passé, la soupe aux herbes amères, le propriétaire féodal, enfin et tout bon. Et puis l'après, c'était le socialisme, qui était caractérisé par des biens, la montre, la machine à coudre, le vélo. Et là, brusquement, les souffrances ont disparu. On a l'après. Alors, après le vélo, la machine à coudre, enfin, ce qu'on voit dans les films de Marceline Loridan, où les gens lui montrent les nouvelles richesses, l'après, c'est cette période où on a considéré que la Chine devait être le grand atelier du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine faisait des sacs, des t-shirts, des machins qu'elle exportait. Donc dans des conditions de travail qu'on a un peu vu dans le cinéma chinois, qui étaient vraiment terrifiantes. Et puis l'après, où les conditions de travail sont pas forcément merveilleuses, l'après, c'est la high-tech. Et dans ce musée, il y a tout un étage de l'apologie de Huawei, c'est-à-dire de la high-tech chinoise. Donc il y a finalement toutes les strates de l'histoire chinoise. Il y a toutes les strates de l'histoire chinoise, et on a toujours, et il y a de conserver cette idée qu'on va stigmatiser l'avant pour montrer l'après. Et l'après est effectivement stupéfiant. Tous les endroits où nous allions en voiture sur des chemins de pierre, il y a un métro
ultra-moderne, sur 100 kilomètres. Tout le monde a un ou deux téléphones portables. Le métro chinois, c'est à peu près comme chez nous, mais en pire. Les gens sont tous sur... voilà, on paye avec un QR code. Il y a même des mendiants qui ont à qui on donne sur leur QR code, enfin, qu'on donne, voilà, avec cette chose merveilleuse qui est WeChat, qui sert à tout, y compris à payer. Et ça, je crois que c'est quasiment... enfin, c'est quand même inouï de voir en l'espace d'une génération biblique les transformations de la Chine. Alors, je vais préciser que je ne suis pas retourné dans les campagnes, que quand on regarde des films, j'ai vu récemment à la télévision, soit un peu au cinéma, le film de Wang Bing qui s'appelle Madame Fang, qui est un film très très dur parce qu'il filme l'agonie de cette vieille dame, mais on voit autour que on n'est pas dans, enfin on voit que ça reste assez pauvre. Et pour finir, peut-être vous avez écrit un témoignage après avoir vous-même beaucoup travaillé sur le témoignage comme genre et sur la prise de parole du témoin. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé vos choix d'écriture pour ce dernier ouvrage? Alors, une partie de l'écriture était déjà ancienne. Oui. Oui, ça, bien évidemment, ça. Je suis pas, comment dire, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la mémoire ne vaut que pour les autres. Hein. Donc, ça a influencé. Mais je me suis beaucoup appuyé. J'ai beaucoup vérifié un certain nombre de choses que je disais, et surtout quand il était vraiment question de ma mémoire, de choses que j'avais ressenties ou que je ressentais aujourd'hui, j'ai quand même utilisé parfois des conditionnels ou des façons de dire, de bien marquer ce qui était de ma mémoire et de ce qui ne l'était pas, quoi. J'espère l'avoir fait. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux qui nous écoutent? Alors, je pense que le livre qui est le meilleur pour avoir une bonne coupe de l'histoire de Chine, c'est un roman. C'est le roman d'un des grands romanciers chinois actuels qui s'appelle Liu Hua. Et ce roman s'appelle Brothers. Et c'est un roman fantastique. Et c'est lisible par tout le monde. On mettra la référence en ligne. Merci beaucoup. Voilà, et en poche en plus. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.